Bonjour Maître Édouard de Lamaze. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes avocat, vous êtes surtout président du Conseil des maisons de vente et vous connaissez donc très bien le monde de la vente aux enchères et puis le monde de l'évaluation des biens artistiques. On va en parler, je précise que vous êtes par ailleurs président également de l'Observatoire du patrimoine religieux. Et donc ces sujets, ce sont des sujets bien évidemment qui vous tiennent à cœur, les questions autour du patrimoine. Ce braquage du Louvre, c'est le casse du siècle? Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est impressionnant, c'est spectaculaire. Et puis maintenant, on est à la réalité augmentée, donc on le voit en réalité augmentée. Oui, je crois que c'est un cas du siècle, on en parlera pendant très longtemps. Et la présidente du Louvre, qui a bien conscience de tout cela, qui disait hier encore devant les sénateurs, Laurence Descartes, elle reconnaît un échec collectif, en particulier donc dans la sécurisation de cet édifice. Elle pointe du doigt le système de vidéosurveillance, et on en parlait à l'instant avec Guillaume Roquette. C'est absolument époustouflant de se dire que, au fond, le problème, c'est que les caméras n'étaient pas orientées au bon endroit. Bon, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on a fait pour laisser de telles œuvres, un tel site, le plus grand musée du monde, sous une si faible surveillance? J'aime beaucoup votre question, parce qu'elle touche vraiment à des fondamentaux. Je crois qu'en France et en Europe, on n'a pas pris conscience de l'intérêt de notre patrimoine. Nous sommes une civilisation ancienne, très ancienne. Je ne veux pas dire chrétienne, mais effectivement judéo-chrétienne. Très ancienne, avec des souvenirs et avec des références historiques exceptionnelles, avec un patrimoine exceptionnel. On n'en a pas suffisamment conscience? Pas conscience, et malgré le travail qui est très bien fait par Stéphane Bern, formidable depuis un certain nombre de temps, mais il faut remonter à André Malraux pour trouver une telle prise de conscience. Et il ne peut pas tout faire, Stéphane Bern, mais il y a à tous les niveaux de l'État et des collectivités locales, et même, j'allais dire, des affectataires du patrimoine religieux, une négligence, une absence totale de prise en compte de ce patrimoine. C'est général. On prend les choses à la légère. Et bien évidemment, tout doit être tout le temps vérifié. Mais je dirais qu'il y a même plus de conscience individuelle des citoyens pour leur maison, leur appartement. Et leur voiture. Ce cambriolage, c'est quelque part une marche de plus, un symbole d'une politique qui, depuis des années, a lâché finalement tout ce qui concerne nos œuvres d'art, tout ce qui concerne notre patrimoine, notre culture, alors que pourtant Dieu sait à quel point cette culture est foisonnante en France. Si vous prenez toutes les étapes de ce qui s'est passé, on part du principe d'abord qu'il est normal qu'à côté d'un grand musée, le plus grand musée de France, il y ait des travaux pas géré, et que tout le monde peut arriver avec un tractopelle ou avec une échelle sur un camion sans que personne ne le contrôle. C'est déjà invraisemblable. Je ne sais pas si on venait dans votre maison de campagne avec des camions de déménagement, vos voisins vous appelleraient. Oui. En disant c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Bon, là, rien du tout. La ville de Paris est devenue véritablement incontrôlée. Ça, c'est le premier point. Oui. Parce que ce camion, il aurait dû dénoncer immédiatement. Ensuite, on voit la rapidité des choses. Ça s'est passé en 7 minutes. C'est vrai que, bon, il aurait fallu être extrêmement rapide dans la réaction. Il faut que ça se passe, j'allais dire, en moins de 9 à 10 minutes. Ça s'est passé en 7 minutes. Bon. Tout ça, c'était chronométré, on le sait très bien, mais on peut faire le parcours inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure plus de 10 minutes ? C'est ça, la protection, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la protection dure résiste plus de 10 minutes à des cambriolages? Et c'est tout le chantier qui est sur la table désormais, avec donc cette question de la sécurisation. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Laurence Descartes d'installer un commissariat de police au sein même de l'établissement? Encore une fois, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des grandes technologies informatiques, est-ce que la réponse est encore humaine? Je ne suis pas vraiment sûr. Parce que regardez ce qui s'est passé pour les gardiens. On a vu qu'ils ont eux-mêmes filmé les cambrioleurs parce qu'ils avaient, eux, un process de protection. Et c'est normal, parce que leur vie pouvait être en danger. Donc je ne crois pas qu'il faille affronter homme contre homme, enfin humain contre humain. Je pense qu'il faut faire appel à des nouvelles technologies, plus qu'à un commissariat de police qui aura ses heures d'ouverture, ses heures de fermeture, ses heures de faiblesse et ses heures, j'allais dire, d'absence.
qui aura peut-être à minima la force de persuasion. Quand on sait qu'il y a un commissariat de police à l'intérieur, peut-être ça peut quand même dissuader un certain nombre de malfaiteurs. Mais on commence à rentrer dans le sujet, parce que quand vous engagez un tel projet, vous n'avez pas peur de ça. Vous avez peur de la technologie qui vous dépasse. Il faut donc être plus intelligent que, j'allais dire, ceux qui vont vous attaquer. Il faut avoir une intelligence artificielle, il faut avoir une intelligence numérique, il faut rentrer dans le savoir et pas uniquement dans la réaction. Je pense que c'est cette dimension que je ne retrouve pas dans les propositions et qui me choque un peu. Toutes les entreprises de France aujourd'hui, pour être compétitives, se mettent à réfléchir sur l'intelligence artificielle, se mettent à réfléchir sur l'équipement informatique. Je pense que c'est là la réponse, plus que sur le fait de multiplier des emplois et de mettre des gardiens à chaque porte. La grande question maintenant, donc, sur cette sécurisation, il y a cette idée de ce commissariat qui a été émise par la présidente du Louvre. Vous avez une autre idée. Vous dites, pourquoi pas finalement mettre des copies dans les vitrines? Alors voilà, c'est une idée d'ailleurs que je prends un peu pour moi, parce que j'ai interrogé mes commissaires-priseurs, qui eux sont un peu choqués par l'idée, parce que un commissaire-priseur, c'est un amoureux de l'objet. Et ils disent, le visiteur, il vient voir le réel. Il ne vient pas voir le faux. C'est vrai, ils ont raison, il y a un obstacle. Il y a un obstacle intellectuel à présenter des œuvres copies. Mais ma foi, je pense aussi qu'il y a une culture du XXIe siècle qui n'est pas celle de l'époque. À l'époque, au XVIIIe ou au XIXe siècle, puisqu'on parle un peu de ces périodes, la copie n'avait pas du tout la même nature qu'aujourd'hui. Je vois le duc d'Orléans, je vois encore un de ses portraits qu'il avait commandé, un beau portrait de lui, il le commandait en 4 ou 5 exemplaires, par le même peintre. C'était normal. Il n'y avait pas cette notion d'original. Est-ce que ce qui ne fait pas, malgré tout, aujourd'hui, c'est vrai, la valeur d'un bien, c'est quand même le fait qu'il soit unique, le fait de se dire « je suis aujourd'hui en train d'admirer, de visiter ce musée, d'admirer la seule et unique pièce au monde qui représente le diadème, par exemple ». C'est ce que ressentent les experts et les commissaires-priseurs. Bon, ça, ce sont les professionnels. Mais est-ce que pour le public, ce n'est pas aussi la notion de création? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer une couronne avec tant de bijoux, de pierres précieuses, de dorures? On ne le voit pas tous les jours. Et le fait même de le voir en copie parfaite peut satisfaire une certaine curiosité ou un certain plaisir. Il faut contrebalancer le problème en disant, si nous n'avons pas les moyens de préserver ces œuvres, ce qui est notre héritage absolu, et notre engagement, je le dis pour le patrimoine religieux, qui est un héritage de la Révolution française. Si aujourd'hui la République française n'est pas capable de conserver son héritage, il faut qu'elle prenne des moyens pour qu'il ne soit pas détruit et qu'il ne soit pas accaparé par d'autres. C'est une attitude de bon père de famille. Il faut que l'État, qui est malheureusement son propre assureur, sorte de cette notion en disant « de toute façon, je pourrais payer ». Oui. Parce que le patrimoine, c'est irremplaçable. Et c'est plus que jamais le cas avec ces objets qui ont une valeur, et on va y revenir d'ailleurs, on va en parler dans un instant, une valeur qui, historiquement en tout cas, est irremplaçable, inestimable. Juste une dernière question sur la question justement de la sécurisation. Quelles que soient les options qui vont être choisies, les solutions qui vont être mises sur la table, est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement faire de nos musées des formes de forteresses, de bunkériser nos musées, là où justement l'art, la culture doit être quelque chose d'accessible au plus grand nombre? Bien sûr. Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un recours à des solutions techniques invisibles. Les vitres incassables, ça existe. Saint-Gobain en a fait, pour parler d'une entreprise qui a beaucoup travaillé sur cet aspect des choses. Voilà, un exemple parmi d'autres. On le sait que ça existe. C'est pas un investissement énorme. Les alarmes volumétriques, c'est pas énorme. Quand on pense que certaines pièces ne sont pas surveillées, ne sont pas sous alarme, c'est inconcevable. Non, je pense qu'il y a une prise de conscience, j'ai commencé par ça, mais j'en suis convaincu qu'on n'a pas conscience de notre patrimoine. On n'a pas conscience de nos richesses parce qu'on n'a pas conscience de l'héritage qui a été le nôtre.
Et en tout cas, on a conscience depuis quelques jours de la valeur de ces objets. La conservatrice du musée du Louvre les a évalués à 88 millions d'euros. C'est l'évaluation du préjudice subi suite à ce vol. Et là, encore une fois, on parle du seul volet économique. Est-ce que ce chiffre vous semble cohérent? Sans parler encore de la valeur historique, on l'a dit. On est capable de dire aujourd'hui combien valent ces objets? Permettez-moi de faire une petite pirouette. Si vous le confiez à un commissaire-priseur, il obtiendra un meilleur prix encore. Ouais. Mais Eu égard à la valeur historique, voilà, justement. voilà. Non, mais c'est une plaisanterie, bien entendu. Mais c'est pour vous parler des commissaires-priseurs qui sont en permanence en train de chercher le meilleur prix. Ouais. Oui, 88 millions, mais en fait, c'est une valeur bien supérieure. Mais c'est intéressant justement ce que vous dites, parce que sur quoi on se base pour évaluer un bien comme celui-là? Moi, vous les mettez en vente demain matin, abstraction faite du vol, Oui. ne pas être complice ni même approuver ce qui s'est fait réaliser. Vous en tirez davantage? Je pense qu'un commissaire-priseur, avec une bonne publicité et une bonne origine de provenance, qui sont ces deux obligations dans le cas des ventes publiques aux enchères en France, pourrait en tirer davantage. Pourquoi, justement? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un phénomène qui devient le plus important. On sort un peu de la soustraction, Oui. On ne va surtout pas rentrer là-dedans. Il y a un phénomène le plus important, la plus grande valeur du bien, c'est sa provenance. Si ce bien, on ne sait pas d'où il vient, il perd de la valeur. Alors, ça permet de contrôler aussi, bien sûr, le blanchiment, le trafic des œuvres d'art. Tout ça, ça a une conséquence, bien sûr, évidente, mais ça a aussi la contrepartie d'augmenter la valeur du bien que l'on a, dont on peut prouver la provenance. Quand on sait que ce bien était entre les mains de la reine Émilie, je ne parle pas de ses bijoux, Oui. pas ceux qu'on en tout cas volés, mais si demain matin on trouvait sur le marché de la vente au public régulier, un produit régulier de la reine Émilie, je pense qu'il y aurait un certain intérêt. Oui. Donc, Eu égard à l'histoire, finalement... Eu égard à l'histoire du bien et la possession de ce bien. C'est pour ça que je vous parle de patrimoine. C'est que ce sont des Français qui ont dirigé la France et qui ont représenté la France avec des souvenirs exceptionnels. Et on le voit, les ventes sont de plus en plus attribuées à un homme ou à une histoire. Parce que justement, le commissaire-priseur a deux obligations. Un, l'origine, la provenance, et deux, la publicité. Ce qui n'est donc pas possible pour ces biens qui ont été, bien sûr, soustraits du Louvre. On est bien d'accord. Justement, Maître Édouard de Lamage, on peut aller encore plus loin et se dire, au fond, est-ce que la valeur de ces objets, elle a augmenté depuis ce vol? Parce que vous parlez de la publicité. De manière intrinsèque, oui. De manière subjective, oui. Je pense que celui qui l'a pris, s'il l'a pris pour sa possession, et qui ne va pas la transformer, et qui ne va pas la détruire, et qui veut l'avoir par orgueil, démesuré et inadmissible, et par délit, en commettant ce délit, en commanditant des personnages, puisqu'il semble que ça soit un peu comme ça que ça se passe, bien qu'on verra la fin de l'enquête, mais je pense qu'il y a une notion d'extrême valeur, de dépassement de l'imaginaire. Il y a tellement de représentations. Je suis allé dernièrement à l'hôtel de la Marine, où on a le portrait de la reine avec ses bijoux. Vous imaginez la joie de voir la relation entre le bien et la chose. Le personnage, la personne et la chose. La possédé. Je pense que c'est malsain. Ouais. Et cet esprit malsain peut parfaitement tourner dans la tête de certains. Et pour autant, ces malfaiteurs, ils n'empocheront pas 80 millions d'euros. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui de ces bijoux? D'abord, est-ce qu'ils l'ont pris pour eux? Ou ils l'ont été commandités? Une première question pour répondre à votre interrogation. S'ils l'ont fait pour quelqu'un, il faudra s'interroger sur la psychologie de cette personne, de ce groupe qui l'a demandé à acquérir ou à soustraire ses biens. S'ils le font pour eux-mêmes, là, c'est une véritable catastrophe. Alors, mais justement, quelles sont les hypothèses? Ils vont chercher quoi? À les scinder, à essayer de les vendre en plusieurs morceaux? De détruire d'abord la création de l'œuvre. Ouais. Et là, je parle encore comme président du Conseil des maisons de vente. Ce sont des œuvres de création
Donc on détruit la création pour retirer uniquement sa substance de valeur, pierre ou diamant, pierre précieuse ou diamant. Ça, c'est déjà une destruction qui va très très loin dans la valorisation des choses. On parle de récupération de moins de 10% de la valeur d'origine. Moins de 10%. Donc parce que c'est une création, et puis c'est une provenance. Vous y venez. Et puis c'est une publicité faite à l'objet. Un objet n'a pas de valeur uniquement par sa composite, mais une valeur également par sa création. Et ça veut dire que finalement, si ces malfaiteurs décident par exemple de les fondre, eh bien l'objet en tant que tel n'existe plus. N'existe plus. Et vous faites disparaître le patrimoine français par un coup de malheureux. Ouais. C'est possible à faire ça en France ? En France, écoutez, on espère que non. On a quand même des services douaniers qui sont très... là, actuellement, en plus, il y a une très forte mobilisation. Et puis même au niveau européen, les services douaniers européens sont tout à fait engagés. Il y a des signatures à l'UNESCO. On a... les engagements européens et mondiaux sont quand même assez importants sur des valeurs aussi importantes comme cela, des souvenirs aussi importants appartenant aux États. Alors maintenant, est-ce que l'atelier peut avoir lieu en France ? Je ne crois pas, j'espère pas, parce que ils ont pris la direction de la 6. Alors, ça va où la 6 ? Je ne sais pas. On peut sortir de France. Toutes les hypothèses sont possibles. Ces œuvres d'art, est-ce qu'elles peuvent être fondues en France ? Nous verrons bien. Évidemment, nous ne l'espérons pas. Est-ce qu'elles pourraient être vendues aux enchères, a priori ? Pas en France ? Non. Pas en France et pas et dans pas à tous les l'étranger pays non qu'on plus. connaît. Non. Parce que c'est très protégé, ces objets. Oui. Alors en France, nous sommes très réglementés en France. Et heureusement, c'est une loi récente qui a bien mis en place le système de vente avec 2 engagements formels de la part du commissaire-priseur et donc 2 responsabilités. 1, l'origine de la provenance qui doit apporter à l'acheteur et garantir. Et 2, principalement la publicité de la vente, c'est-à-dire que ça ne soit pas sous le manteau, mais que ça soit véritablement au terme d'une publicité. Donc là, on a 2 engagements des commissaires-priseurs français qui font obstacle immédiatement, puis même la conscience. Ça exclut toute possibilité de vente aux enchères de ces œuvres en France, incontestable. À l'étranger également ? Oui. Pour la plupart des pays. La plupart des pays. Alors, mais une fois qu'on a dit ça, il y a toujours des pays, mais ça peut-être que sous le manteau, parce que il n'y a pas des ventes aux enchères organisées dans des pays qu'on ne connaît pas. On les connaît tous. Est-ce que l'hypothèse, par exemple, toutes les hypothèses sont sur la table aujourd'hui, je vous en donne une qui peut paraître farfelue, encore que l'hypothèse, par exemple, d'une puissance ennemie, qui, pour faire pression sur la France, sur un moment de tension qui pourrait arriver peut-être dans des années futures, détiennent ces objets-là pour faire pression. C'est possible, ça ? Les objets otages, il faut mieux prendre des personnes physiques, malheureusement. Un objet otage, je ne crois pas. Un objet monnayable, je ne crois pas que la France soit prête, mais aucun pays n'est prêt à ça. Là, je pense que l'intérêt du patrimoine, ça s'arrête à l'intérêt quand même des personnes. Et échanger des biens contre des personnes, je suis pas sûr et la sécurité des personnes, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans un esprit aujourd'hui démocratique. Non, je pense que ça peut parfaitement appartenir à quelqu'un qui en fait son orgueil. Regardez la Joconde, qui a disparu pendant 14 ans. Oui. Et 14 ans, on n'y a pas touché. Elle n'a pas été dégradée. Et on pourrait, au fond, les retrouver ainsi dans quelques années. Vous pensez qu'on a une chance de retrouver ces objets peut-être un jour ? Je pense d'abord qu'il faut faire confiance aux services de police, qui sont très engagés, aux douanes, qui ont un énorme rôle à jouer et qui sont mobilisés. Je pense aussi qu'il faut faire confiance aux experts à travers le monde. Ils ont des contacts avec parfois des personnes qui peuvent donner du renseignement. Et il faut vraiment faire appel à la loyauté, au civisme de chacun pour révéler toute forme d'éventuelle confidence qui amènerait à la solution. Ça, c'est fondamental. Et vous pouvez être certain que les commissaires-priseurs sont tous là-dessus totalement mobilisés. Même si on leur propose et qu'ils ne l'acceptent pas, Merci beaucoup. Ils agiront.
Merci, Maître Édouard Delamasse, président donc du Conseil des maisons de vente. Et on suit bien évidemment cette enquête de très près. À noter qu'une mission relative à la sécurité et à la sûreté des lieux patrimoniaux en lien avec le ministère de l'Intérieur a été mise en place, a été ouverte à l'initiative de Rachida Dati, puis également à la création d'une commission d'enquête ad hoc à l'Assemblée nationale qui est toujours dans les tuyaux. Et le président d'ailleurs de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée, Alexandre Portier, sera l'invité de Point de vue demain.